9h20, merci d'être avec nous. J'étais un autre et vous ne le saviez pas aux éditions de l'Observatoire. Olivier Masse est avec nous, alias Beryl 614. Vous connaissez peut-être ni l'un ni l'autre, en tout cas son métier. Merci d'être avec nous. En tout cas, son métier, c'était agent de renseignement extérieur français. Oui, le bureau des légendes, on en parlait tout à l'heure, évidemment, qui a frappé beaucoup les esprits pour ceux qui ont vu, parce qu'on a plongé véritablement en fait dans ce monde. Mais rappelons peut-être ce que veut dire le mot légende. Légende, oui, c'est ça, oui. Olivier Masse. Merci pour l'invitation. Alors, une légende, c'est une histoire qui est inventée de A à Z pour accompagner une fausse identité. Ouais. Donc, dans la légende, tout est faux, la jeunesse, la date de naissance, la ville de naissance, le passé, la formation, le métier. Voilà. Donc, il faut tout inventer de A à Z pour coller avec une fausse identité. Et ce que vous racontez très bien, c'est que c'est pas si évident que ça de s'imprégner de cette nouvelle identité. Nouvelle identité. Hein. Vous le racontez quand vous avez démarré le passage à l'aéroport, même en revenant en fait sur votre site, de répondre avec cette nouvelle identité, quoi. C'est ça, oh que non, c'est vraiment pas facile. Donc c'est un métier à part entière auquel on se forme de très longtemps, auquel on est sélectionné de manière assez précise, assez délicate, avec des tests en situation. Et puis ensuite, on vit sa légende, on la prépare souvent. Longtemps à l'avance, quand même. Longtemps à l'avance, pratiquement un an, pour que ça soit une belle légende bien possédée, sans faire de gaffe. Ouais. Et puis ensuite, toutes les difficultés commencent aussi. Oui, mais vous dites qu'il faut poser pourquoi longtemps à l'avance, c'est que vous fabriquez un Facebook, vous fabriquez une vie, et il faut qu'effectivement vous ayez des antécédents qu'on puisse vérifier en disant qu'effectivement cette personne existe. C'est ça, absolument. Donc dans cette année de préparation, ce qui est bien, c'est de se créer des fausses amitiés, des vraies fausses, parce que c'est des gens, on va aller vers des gens qu'on apprécie, mais on va aller avec notre faux nom, et ils connaîtront notre faux métier. Donc si on les appelle au téléphone pour contrôler, ils vont dire bien sûr, je connais monsieur Olivier Dupneux, il est photographe, il a fait des piges pour Paris Match, etc. Oui, non, mais c'est tout un réseau qu'il faut être capable de monter. Plus le réseau est étendu, plus ça sera efficace. Oui. Alors il y a un test qui est juste sympa avant de prendre les auditeurs au téléphone, c'est qu'on vous fait un test grandeur nature dans un café, où vous devez aborder quelqu'un. Oui. À quoi ça sert en fait? Expliquez-nous ce test, mais à quoi ça sert? Ça sert à montrer un peu le bagou, l'assurance, et puis à force de multiplier ce genre de tests, on s'aperçoit qu'on arrive à mentir facilement, et on prend confiance, parce qu'on dit tiens, ça marche, je raconte un crack, je raconte n'importe quoi, et la personne me croit, si j'ai une bonne tête, je souris. En fait, vous êtes dans un café, vous devez interpeller quelqu'un d'autre et rentrer dans une discussion avec quelqu'un. Voilà, et la faire parler le plus possible, et puis le sésame, c'est de revenir avec son numéro de téléphone, et puis tous les détails possibles. Ça s'appelle de la drague, ça. Ça peut être de la drague, c'est pour ça que les femmes réussissent très bien. Si jamais elles prennent une cible homme, elles ont tout, quoi. Ouais, bon, non mais évidemment, ça c'est entre parenthèses. On a ces chances. Bon, ouais. Non mais ce que vous dites aussi, c'est qu'il faut apprendre à mentir. Ouais. Ça s'apprend, ce sont des exercices, quoi. C'est parce que il faut que ça tienne. C'est-à-dire que quelqu'un qui affabule totalement, il peut raconter une chose, une version une fois, et puis là il faut qu'il y ait une logique, quoi, bien sûr, dans ce mensonge. Oui, alors la clé pour le bon mensonge, il faut notamment, ça part de la légende. Il faut se créer un personnage qui nous ressemble. Donc du coup, on sera naturel. On ne va pas inventer tout et n'importe quoi. Et puis ensuite, un bon mensonge, ça se prépare. Donc si on prévoit à l'avance les questions qu'on va nous poser, eh ben on prévoit les réponses. Et donc on donne les réponses tout de suite, sans hésiter, sans balbutier. Est-ce que c'est vous qui le construisez seul, ou est-ce que effectivement avec d'autres agents vous le construisez? Est-ce que c'est quelque chose qui est totalement personnel? Bonne question. Donc on a un mentor qui nous sert, qui est un peu plus ancien que nous, mais dont le rôle justement est de rester vraiment en backup et de ne le moins intervenir possible. Et on fait en sorte que l'espion lui-même la bâtisse lui-même, et on le réaiguille si jamais, on lui donne un petit conseil si on voit qu'au bout d'un mois il pédale dans la choucroute, ça avance pas, donc on va l'aider. Mais le but, c'est vraiment que l'agent fasse lui-même sa légende. Et c'était une seule légende dans toute votre... ou alors vous avez plusieurs légendes, vous? Alors moi j'ai eu plusieurs petites légendes, mais une principale, et puis comme elle n'a pas été grillée, c'est celle que j'ai utilisée pour mes différentes missions. L'histoire géo. Oui, c'est ça. Non mais tout ça, en revanche, normalement on ne peut pas raconter, quoi, hein, quand on quitte cette fonction, quoi. Sauf quand il y a prescription des années plus tard, comme les seigneurs des seigneurs, comme vous les appelez, on en parlera dans un instant, les anciennes grandes légendes, quoi.
Donc oui, c'est toujours un petit peu délicat. Alors mes missions sous légende, elles ont une quinzaine d'années maintenant. Donc moi mes montages ils sont démontés. Donc et puis je vais pas détailler mes cibles, le contenu, les endroits précis où je suis allé, bien sûr. Voilà. Alors, ce qui est intéressant, ce que vous venez de dire là tout à l'heure, c'est que le mensonge et il faut aussi que le caractère et la légende qu'on va construire, qu'elle nous ressemble un peu, quoi. Et ça c'est pas évident parce que vous racontez justement aussi à travers beaucoup d'exemples des grands qui avaient une vie un peu normale quand ils étaient un peu chez eux. Ils habitaient voilà, un petit pavillon, alors que ce soit en France ou à l'étranger. Et puis ils peuvent se retrouver, comme vous l'expliquez, quelqu'un dans des grandes fêtes, une vie de nabab et c'est compliqué à mener ça de front. Et qui plus est quand on va ressortir de cette légende, quoi. Oui, alors donc dans les 5 exemples, parce que je décris le parcours de A à Z de 5 grands clandestins, et donc en général il y a ceux qui suivent le réflexe qui est de coller à sa vie un petit peu normale, mais il y a cet agent des douanes américain qui infiltre les réseaux narcotrafiquants, Pablo Escobar, et lui qui vraiment fait un grand bond en avant, quoi. Donc il devient un grand financier et au contact des banques, et donc il cède des conseils des malfrats qui lui disent, voilà, un mec de la mafia, toi t'as des origines italiennes, alors serre-toi de tes mots italiens, bouge avec tes mains, etc. Ouais. Ça va être bien. Ensuite, fais attention à tous tes réflexes de flic, il faut pas que ça ressorte. Commence pas à mettre une main sur la portière. Voilà. Il y a l'exemple aussi de cet agent du Mossad qui va donc qui va avoir un train de vie exceptionnel aussi à l'extérieur, financé par le Mossad, bien sûr. Et puis qui, quand il revient chez lui, il a du mal justement à atterrir en fait de nouveau, à tel point qu'il va quitter, il va changer de vie, quoi. Oui, Wolfgang Lotz, donc agent du Mossad, qui a fait des merveilles. Et je pense qu'il a fait sa dépression après sa mission, parce qu'il a une vie beaucoup plus terne. Alors que là, c'était open bar, champagne et la grande société du Caire. Alors c'est drôle parce que vous dites que quand même, parfois, vous êtes bien ennuyé. C'est-à-dire que c'était pas du tout festif quand même, hein, dans certaines missions. C'est-à-dire que je ne sais pas à quoi vous faites référence, peut-être au fait que... Quand vous étiez dans ce village, sans électricité, sans téléphone, sans rien, à attendre finalement, à laisser passer le temps. Donc moi, c'était pas forcément très télévisuel, parce que il y a des moments, mais c'est la vérité, et même pour l'agent du KGB, il y a des moments de solitude et d'ennui profond. Je me suis jamais autant ennuyé pendant l'une de mes missions sous couverture, sous légende, parce que en attendant l'action, est-ce qu'il se passe quelque chose, j'étais tout seul, c'était de l'observation, et puis j'attendais que les gens arrivent, ils n'étaient pas là, j'étais dans le désert. Le soleil se couchait tôt, il n'y avait pas d'électricité, j'avais pas internet, donc je n'avais pas de livres, je les avais déjà tous lus. Donc je m'ennuyais beaucoup. C'est pas forcément James Bond, quoi, comme on le présente, quoi, Jean, absolument pas. Ça, il faut bien dire en fait les choses. Et ce qui est assez important aussi, c'est de prendre son temps, parce que quand on arrive évidemment une légende dans un pays, il faut pouvoir s'imprégner, tisser sa toile. Comment on fait dans ces conditions? C'est ça, il faut prendre son temps et pas mettre la pression sur l'agent en lui demandant des résultats très rapidement. Et moi, ce que j'ai apprécié avec le service, la DGSE, et dans ce petit service de clandestinité où j'ai commencé ma carrière, c'est qu'il jouait parfaitement ce jeu-là. C'est que les premières missions, on n'attend pas grand-chose, et on nous laisse nous imprégner, et on dira, bon, allez, dans 6 mois, cette mission, elle va commencer à donner du renseignement. On attend, on le laisse faire. Oui. Mais il y a 2 types d'agents. Il y a les agents qui ont un numéro 2, et il y a des agents complètement livrés à eux-mêmes, qui malheureusement qui prennent des risques colossaux et qui à un moment donné se retrouvent face au danger et qui doivent se trouver des solutions seuls. Ah oui, c'est ça, on est à des milliers de kilomètres de toute structure. Les espions sous légende, on les utilise souvent parce que les endroits où on les amène, c'est des endroits dangereux, il n'y a pas d'ambassade, on n'est pas en pleine ville, on n'est pas en costard-cravate. Et donc, du coup, lorsqu'il y a un incident, c'est à nous de réagir complètement. Et personne ne va venir nous aider, dans un premier temps. Allez, j'étais un autre et vous ne le saviez pas. Les coulisses des légendes par un ancien agent de la DGSE. On va poursuivre dans un instant. Olivier Masse, il va nous dire aussi s'il y a de la trahison. Parce qu'évidemment, quand on se bâtit une légende et qu'on se fait de nouveaux amis quand on part dans une mission, est-ce que ce sont des véritables amis? Comment se construit ensuite cette relation? Et elle se déconstruit éventuellement. C'est particulièrement intéressant. Il y a
des exemples très frappants que vous racontez à travers aussi des grandes légendes, justement. Dans un instant, vous posez vos questions. Hein. Oui, bien sûr, on vous attend 0826 300 300. Tout de suite, il est 9h30. Il est 9h32, merci d'être avec nous. J'étais un autre et vous ne le saviez pas aux éditions de l'Observatoire, mais maintenant vous le savez, il s'appelle Olivier Masse. Il est ancien agent du renseignement extérieur français, un espion, comme on dit, hein, voilà. Et vos appels 0826 300 300 pour en parler avec nous si vous avez des questions. Oui, on commence par qui alors? Et on commence par Frédéric qui nous appelle de Paris. Bonjour. Bonjour Frédéric. Bonjour tout le monde, bonjour Olivier. Ouais. Bonjour. Bon, c'est votre vrai prénom, vous, Frédéric, ou pas? Vous êtes une légende. Hein? Allez, Joker. Oui, bon, Joker. Ah, bon, d'accord, Joker. Un ancien collègue. On adore ça, on adore ça. Allez-y. Oui, bonjour, je suis un ancien collègue. Allez-y, Faites-nous part de votre réflexion sur ce monde de l'espionnage, du renseignement. Et puis en même temps, vous pouvez poser une question à Olivier Masse, qui est là donc, pour son livre aux éditions de l'Observatoire. Moi, je suis très content qu'Olivier ait pu écrire cette histoire et les publier parce que je trouve que ça me paraît important. Bon, je suis plus âgé qu'Olivier, donc moi, mes actions remontent à bien plus longtemps et dans un contexte complètement différent du monde actuel, puisque c'était encore l'époque du SDEC, hein, ça te dit quelque chose. C'est-à-dire, ça, c'est quelle époque pour les auditeurs? C'est avant 81, 82. D'accord. Et le SNEC qui veut dire quoi? Service de documentation extérieure et des contre-espionnage. D'accord. L'ancêtre donc de la DGS. Les années 60-70, quoi. Hein. Voilà, 70-80. 70-80, oui, d'accord. Voilà, c'est un peu plus vieux. Oui. Donc non, moi je trouve que c'est bien ce livre parce que ça permet, il partage une expérience, il partage une aventure et il partage avec les Français. Moi je crois que c'est important que les Français sachent que derrière, voilà, il y a la vie de la société qui se déroule tous les jours avec ses difficultés, etc. Mais derrière, dans l'ombre, en toute discrétion, il y a des gens qui œuvrent, d'autres Français ou des amis parfois étrangers qui œuvrent avec nous, qui œuvrent pour assurer la sécurité de la nation française, ses intérêts, et c'est important qu'ils le sachent parce que parfois, le samedi soir à la maison, ils ont des couples d'amis présents et ils parlent avec passion du dernier James Bond et ils se rendent pas compte qu'en fait, ils ont assis à leur table un vrai James Bond qu'ils croient être un vendeur de produits phytosanitaires. Vous voyez. Donc, oui. C'est rigolo parce que ce que vous dites, parce que dans votre livre, Olivier Masse, vous dites, le jour où vous avez décidé de dire qui vous étiez, votre beau-frère vous a dit « Ah, mais enfin, tu parles de toi ». Ouais. Voilà. Donc finalement, est-ce que c'est peut-être à ça qu'on reconnaît les gens de votre catégorie, par exemple Frédéric, de dire que finalement, vous faites parler les autres, mais vous parlez jamais de vous? Ah oui, le but du jeu, c'est toujours de faire parler les autres, et ça, au fil des années, on devient de vrais maîtres en la matière, faire parler des autres. Et plus on parle des autres, moins on parle de nous, et moins on évite de dire une bêtise et de détruire une partie de la couverture et de se planter. Ça, c'est très important. Mais ce métier, Frédéric, est-ce que c'est un métier finalement, pour que les gens comprennent bien, finalement, c'est d'anticiper les problèmes, c'est de permettre au gouvernement français finalement d'éviter pas mal de choses? Et déjà, les gens à la tête de l'État, ils sont là pour agir. Donc pour agir, il faut décider. Pour décider, il faut savoir. Sinon, si on est aveugle, on peut rien faire. Il faut donc avoir déjà du renseignement, être proactif. Donc il faut avoir des gens qui sont aux bons endroits pour savoir ce qui va se passer et anticiper une éventuelle action offensive ou inamicale. Il faut aussi savoir ce qui se passe chez les autres. Il faut aussi savoir protéger nos intérêts, nos grandes entreprises, nos brevets, notre agriculture. Il y a des tas de choses à protéger, il y a tout à protéger. Donc ça veut dire que l'homme politique en permanence, le président et le gouvernement en permanence doivent être informés, doivent savoir ce qui se passe dans le monde, quels sont les risques pour la France, quels sont les risques pour les Français, de quoi on doit se prémunir et avoir une vision. Pas seulement maintenant, et bien sûr qu'il faut savoir ce qui va se passer aujourd'hui, s'il y a un risque aujourd'hui, mais aussi quels seront les risques l'année prochaine, dans 5 ans, dans 10 ans. Donc il faut toujours être dans le mouvement, toujours être dans l'action et ne jamais s'arrêter. Oui, c'est ça. Et alors, est-ce que les méthodes, alors je m'adresse à vous Frédéric, mais aussi à vous, bien sûr Olivier Masse avec votre livre, est-ce que les méthodes changent aussi avec les technologies et le monde qui lui-même a changé? C'est-à-dire que les années 50, 60, 70 et avant la chute du mur, bien sûr, où il y avait la guerre froide, hein, et aujourd'hui,
avec les nouvelles technologies et puis une géopolitique qui a changé, est-ce que le métier d'espion à l'étranger, notamment extérieur, change? Dans l'espion classique qui travaille en ambassade, souvent, à la différence des diplomates, par exemple, qui vont enchaîner 2 postes à l'étranger de suite et ensuite faire un poste en France. Pour la DGSE, c'est un poste à l'étranger et tout de suite on revient au service. Parce qu'au bout de 3 ans, quand on revient, le service il a complètement changé pratiquement. Parce que les technologies vont tellement vite, les process, les façons de travailler sont très différentes. Il faut vite refaire une piqûre de rappel pour se remettre au goût du jour. Et puis on est beaucoup plus vite tracé, quoi, aussi par l'ensemble des réseaux sociaux, non, à l'étranger quand on part, non? Alors ça, c'est une difficulté supplémentaire, notamment pour les légendes, c'est qu'il faut intégrer les réseaux sociaux. Et si on crée sa légende 15 jours avant et qu'on n'a aucune présence sur Internet, tout de suite on est lu. Aujourd'hui, on est lu. Voilà. C'est plus compliqué à monter. C'est beaucoup plus compliqué. Il faut le prendre en compte. C'est pas insoluble, mais il faut le prendre en compte. Et sur les papiers d'identité, parce qu'il y a tout un volet aussi là-dessus, les papiers d'identité. Alors, est-ce que vous prenez l'identité de quelqu'un qui est disparu, parce que voilà, c'est ça. Est-ce que vous en créez une autre? Mais aujourd'hui, avec les services de la mairie, on peut voir tout de suite, effectivement, si l'identité est fausse ou pas. Comment ça se passe? Alors donc il y a une technique qui a été faite souvent par les Russes du KGB qui le font actuellement, c'est de partir d'un acte de naissance vrai, une personne décédée peut-être en Russie, et les Américains n'ont pas été au courant de la mort de ce concitoyen, et puis il y a quelqu'un qui rentre derrière là-dessus, qui s'approprie cette identité, qui vit à l'étranger et qui va ensuite à un consulat américain qui dit j'ai perdu mon passeport. Le type est parfaitement bilingue, et donc l'administration américaine lui refait un passeport complètement vrai, et donc ça c'est une des solutions. Dans le cercle. Et il re-rentre dans le circuit. Oui, Olivier Mas, vous avez dit tout à l'heure dans la première partie, il faut apprendre à mentir, quoi, hein. C'est un exercice, ça ne s'improvise pas véritablement. Est-ce qu'il faut apprendre aussi à trahir, parce que quand on va, que ce soit à l'étranger ou même en France, faire du renseignement, on va avoir de nouveaux amis, on va se constituer un réseau. Et puis, quand la mission se termine, stop, quoi. C'est terminé, on peut trahir. Ça, vous le racontez d'ailleurs aussi à travers les grandes légendes, qui sont évidemment pris d'amitié pour certaines personnes, et puis après, on est obligé de couper les ponts, quoi. C'est ça. Donc, en tout cas, on trahit jamais sa hiérarchie, ses buts. Ah oui, sa hiérarchie. Sauf dans le bureau de légende où on n'a que des traîtres souvent, où le personnage principal est un traître. Ouais. Arrêtez, je l'ai pas vu. Mais en revanche, on trahit tous les jours parce qu'on ment aux gens qu'on côtoie, puisqu'on leur sert la légende qui est fausse. Donc ça, c'est une difficulté, c'est une souffrance, et c'est ça qui m'a plu dans le parcours de Rudolf Abel, le colonel du KGB, c'est qu'il a créé des vraies amitiés. Et quand il était pris en prison, il a envoyé des lettres à ses amis américains qui ont dit « venez me voir ». Et ils n'ont pas voulu aller le voir en disant « mais non, tu nous as trahis, tu es un traître, c'est un salaud ». Et ensuite, quelques années plus tard, l'un des amis américains est revenu à Moscou en disant « ah, Abel, pour moi, tu es un ami très cher. Je suis sûr qu'il y avait une partie de vrai chez toi. » Mais il n'arrive pas à le voir, quoi. Et non, c'est plus possible, c'est trop tard. Il fallait le voir quand il était en prison, parce que là, il est à nouveau KGB à Moscou, et il n'aura jamais l'autorisation de le voir. Parce que, alors, il y a les histoires d'amitié, il y a les histoires d'amour. Alors ça, c'est particulièrement vrai dans le film, la série, en fait, Le Bureau des légendes. Mais j'imagine aussi que dans la réalité, à un moment donné, sans être dans du James Bond, ça peut arriver également. Donc moi j'ai une amitié qui a été difficile, j'aurais voulu la poursuivre, j'ai dû couper, c'était une souffrance. J'ai un camarade de mon service clandestin qui, c'est une histoire ancienne, je l'ai dit, il est tombé amoureux d'une femme. C'est un peu le bureau des légendes, vous voyez. Donc il est revenu, il l'a ramené en France et il l'a pas dit au service. Ah, il l'a pas dit au service. Il l'a pas dit au service. Donc ça finit par se détecter. Et puis donc voilà, il s'est fait renvoyer. Lui avait une histoire familiale déjà en France avant de partir. Sais pas. Non, vous savez pas. Pas forcément, je crois pas. Mais oui, non, mais voilà. Mais il était vraiment amoureux. Mais bon, après, évidemment, il trahit la hiérarchie, donc il est immédiatement sanctionné. Parce qu'on doit pouvoir. Et d'ailleurs, si c'est détecté auparavant par la hiérarchie, on arrête tout, quoi. C'est ça. Même s'il y a eu des efforts pendant des années.
C'est-à-dire s'il y a une histoire d'amour non déclarée, le service déteste ça, parce que la confiance est rompue. Et avec quelqu'un qui t'envoyait des milliers de kilomètres, la confiance, elle doit être totale. C'est le mensonge, la confiance, tout ça est dans la confusion. Juste un petit mot, Frédéric, puisque vous étiez Olivier. Non, mais vous, en tout cas, vous étiez dans l'antiterrorisme et contre l'État islamique. Est-ce qu'à votre époque, Frédéric, vous sentiez déjà la montée justement de l'État islamique ? Oui, du mouvement islamiste politique, oui, on était très attentifs à cela. On observait, on renseignait et on faisait des documents et on faisait des comptes rendus à notre hiérarchie qui allaient bien. Il y avait une véritable inquiétude qui était, dès la fin des années 70, il y avait une véritable inquiétude. Peut-être qu'on ne pensait pas que ça pouvait prendre une telle ampleur parce qu'on ne pouvait pas imaginer des événements comme la guerre du Golfe, etc., New York, le 11 septembre, qui se sont produits après. Mais c'est vrai que cette inquiétude était là et on a beaucoup travaillé là-dessus avec les moyens qui sont les nôtres. La France, c'est pas les États-Unis, ni la Russie, ni la Chine avec ses dizaines de milliers, voire centaines de milliers d'agents. Avec nos moyens techniques de l'époque et nos moyens humains, puisqu'on ne remplacera jamais le moyen humain. On a beau avoir toutes les technologies, elles sont formidables, elles sont très utiles, mais cela n'empêche qu'il faudra toujours des gens comme Olivier sur le terrain pour y aller, pour savoir, pour comprendre, pour entendre, pour écouter, et ensuite pour rendre compte et renseigner. Autre question, merci Frédéric, de nous avoir appelé. Christian d'Anglet est avec nous au 0826 300 300. Bonjour Christian. Oui, bonjour, moi je suis SS8. SS8 Oui. Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire quoi ? C'est votre matricule ? Non, il plaisante, non. C'était pour enlever le 07, oui. Voilà. Bonjour à vous tous, bonjour capitaine. Oui. Moi, écoutez, j'ai pas lu votre livre encore, mais j'ai un petit peu... On va vous l'envoyer. Vous savez quoi, Christian ? On prendra en antenne votre adresse et on vous l'enverra. Je vais vous envoyer le mien. Ce sera avec grand plaisir. Mais est-ce que vous connaissez Olivier Masse ? Est-ce que vous le connaissez ? Alors en fait, je le connaissais pas. Hier, j'ai mis mon nez dedans un petit peu. J'ai regardé les descriptions de ce qui a été fait sur le livre hier. Je vais être honnête. Et en fait, c'est bien parce que ça m'interpelle. Parce que je sais pas si le capitaine, vous avez connu ça. Moi, j'étais incorporé dans les années 73. Et à l'arrivée à mon régiment, j'ai été tout de suite pris dans les commandos. Et j'ai été recruté avec plusieurs pour partir faire des missions qui étaient à l'époque les missions sans pièce d'identité, sans nom et sans rien, pour faire des dégagements au niveau du terrain, pour laisser arriver les gens que vous connaissez. Bon, la DGSE n'existait pas encore, puisque je crois qu'elle existe depuis 1982, si je ne me trompe pas. Sous ce nom-là, oui. Voilà. Est-ce que vous vous rappelez de ça, capitaine, ou est-ce que ça existe encore ? Des gens qui partent alors, mais sans identité, c'est ça. C'est-à-dire que c'est l'État, quand vous êtes militaire, vous êtes recruté, c'est une tête brûlée en gros. Voilà, vous faites des stages de 6 mois très très durs, comme le capitaine doit connaître, d'accord. Et nous sommes héliportés, je vais dire ça comme ça, sur des terrains militaires français, et après on part en mission pour faire du dégagement, pour faire mais on fait pas de renseignement, c'est-à-dire qu'on nettoie la place en fait. Voilà. Ça c'est en marge de l'espionnage, Olivier Masse. En fait, nous étions la chape, le fondement du bas. Après, derrière ça, il y avait tout un qu'on connaissait pas, tout un système. Tout un système, un édifice, quoi. Bien sûr, il y avait un édifice. Tous les résultats. Mais nous, c'était sans grade, sans nom et sans pièce d'identité. Tu reviens ou tu reviens pas. Donc mais merci pour votre question et bonjour au Pays Basque. Merci. Donc, alors moi, capitaine, c'était quand j'étais jeune. Maintenant, j'ai terminé ma carrière en colonel. Donc ce genre de mission, elles existent toujours. La DGSE, elle a la chance d'avoir un service action avec trois centres, avec des gens dont c'est l'habitude de faire des missions de guerre parfois, des missions militaires. Ils peuvent être parachutés, héliportés, et ils ont l'habitude de monter des légendes aussi. Donc ils travaillent en civil, ils savent passer de l'argent, des armes s'il faut par les aéroports. Ils sont entraînés à cela. Donc il y a un panel d'actions possibles pour
pour mettre en place des procédures, des exfiltrations de sources, plein de choses. Ouais. Alors on parle souvent des légendes pour des missions à l'étranger, parce que là on parlait du renseignement extérieur. Et sur notre territoire, ça existe également, même si ce n'était pas votre spécialité, des missions aussi de renseignement qui avoisinent un petit peu la surveillance, quoi, si je puis dire. Là, c'est la spécialité de la DGSI. Et la DGSI aussi, elle a des gens qu'elle infiltre sur les gens chez des trafiquants d'armes. Et on a vu dans la presse une affaire révélée d'un trafiquant d'armes de la DGSI qui fournissait des armes à des groupes terroristes qui, heureusement, le contactaient lui. Et donc là, c'était une menace qui était parfaitement sous contrôle, parce qu'on savait que quand il y avait quelqu'un qui allait récupérer les armes, pof, ils allaient être arrêtés. C'est là toute la difficulté, hein, bien sûr, quand on travaille avec des trafiquants, hein, jusqu'où on va livrer des armes, de l'argent, de la drogue, éventuellement, quoi, pour mener ces opérations, quoi, pour remonter des filières. Oui, c'est tout ça. C'est la question qui monte tout de suite très haut à la hiérarchie, avec le directeur général qui va peut-être en parler ensuite au ministre. On dit bon, jusqu'où on va ? Je vous propose ça, Monsieur le Ministre. On peut continuer parce qu'on va contrôler la situation, mais au bout d'un moment, on est obligé d'arrêter parce que ça va trop loin, c'est trop risqué, et donc on arrête tout. Et on arrête les gens aussi qui sont sans surveillance. Ouais. Est-ce que finalement les personnes sur place, parce que l'intérêt aussi c'est de trouver des agents chez le camp ennemi qui vous donnent des informations. Est-ce que finalement, c'est un travail difficile et ou parfois, avec certaines personnes, quasi impossible ? C'est-à-dire que vous ne pouvez pas rentrer en contact avec eux parce qu'ils sont extrêmement, je veux dire, ils ont instauré une confiance en tout cas avec leur peuple, et c'est difficile de les retourner. Ah oui, absolument, c'est vraiment pas une science exacte. Alors parfois, on se heurte à un mur. On n'aime pas ça, les murs en service de renseignement, donc on passe par la fenêtre, et donc on essaye par autre chose. Et donc s'il y a un homme qui est introverti, ça n'a pas marché, on va faire entrer une femme un peu plus souriante, et ça a peut-être marché. On va peut-être faire rentrer un prof de tennis, j'en sais rien, ou un journaliste, et puis on essaye plusieurs fois, plusieurs solutions, et puis il y en a une qui continue, qui marche, et puis quand ça marche pas du tout, à ce moment-là, au lieu d'avoir le responsable qui nous intéresse, on va prendre son chauffeur, et lui, ça sera plus facile. Merci en tout cas, Olivier Mas, alias Beryl 614. J'étais un autre et vous ne le saviez pas. C'est aux éditions. Lisez le premier aussi, parce que celui d'avant. Oui, c'est vrai, il y avait celui d'avant qui était Profession Espion, absolument. Et puis il y a votre chaîne YouTube également, Talks with the Spy, bien sûr. Juste une question, qu'est-ce qu'on peut faire comme métier maintenant, quand on a fait ce métier ? Ben voilà, on peut écrire des livres. Écrire des livres. Travailler dans le renseignement, non ? On peut travailler pour les entreprises, voilà. Faire du conseil aux entreprises et de la sécurité dans les entreprises. Merci en tout cas d'avoir été avec nous. On reste ensemble jusqu'à 10h.